Bonjour, Kwekwe Wadja. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne consistant à indemniser les enfants autochtones victimes des lacunes du système de la protection de l'enfance a été contestée par le Canada. L'appel de la décision a été refusé une fois de plus devant les tribunaux du pays, condamnant ainsi le Canada à verser les dites indemnisations. L'affaire a évoqué un sentiment de frustration considérable chez les personnes impliquées. Voici un reportage de Lindsay Richardson. À Ottawa, dans le but de transmettre un message à Cindy Blackstock. It's about time for Canada to stand up and do what's right by our Ongwe people, the first people of Canada. Une survivante des externats indiens, Stacy déclare se sentir contrainte à prendre la parole pour les enfants d'aujourd'hui qui font face à des injustices semblables causées par les lacunes du système de protection de l'enfance canadien. If everybody takes a look around and sees what happened, if Justin Trudeau's children were put there, what would he do? Let's ask him that question. Him and his wife. What would all you politicians do? En octobre, le Tribunal canadien des droits de la personne a établi que les milliers d'enfants autochtones à l'échelle nationale étaient victimes d'une discrimination constante. Bon nombre d'entre eux ont été enlevés de leur foyer dans leur communauté. Le tribunal a jugé que chacun de ces enfants et leur famille immédiate avaient droit à une indemnisation de 40 000 $. Mais le gouvernement fédéral s'est présenté en cour pour contester la décision. Le gouvernement affirme vouloir dédommager les victimes des lacunes du système de protection de l'enfance, mais se dit préoccupé du fait que la décision du tribunal pourrait ne pas être suffisamment inclusive. Le gouvernement plaide que le tribunal ne peut ordonner une indemnisation au même titre qu'une action collective. L'État demande donc une révision judiciaire complète de la décision. Canada is the only party apparently in favor of a discussion that is free from the shackles of the tribunal's orders. We don't pretend to have all the answers here, but we are certainly committed to trying to come to an agreement with others. Fraser a également plaidé que l'ordonnance du tribunal excluait certains des enfants mis sous la garde de l'État avant 2006. Les sommes pourraient atteindre des milliards de dollars. Cependant, étant donné que les enfants demeurent victimes des injustices du système et en raison du nombre de personnes mortes sous la garde de l'État, Walter Navo, le grand chef adjoint de la nation Anishinaabe-Aski, a déclaré que l'argent ne devrait pas constituer la principale préoccupation. How can you put a figure on the damage done? I think it's an opportunity where you're giving back the dignity to the people to recognize by a compensation package, we hear you, we're willing to deal with you, let's do something about it. Le gouvernement fédéral souhaite plutôt aller de l'avant avec une poursuite en recours collectif entamée en mars. Si elle porte ses fruits, le gouvernement serait obligé d'indemniser des personnes victimes des lacunes du système touchées entre 1991 et 2019. Mark Miller, le ministre des Services aux Autochtones, et David Lemarie, le ministre de la Justice, ont déclaré tout juste devant le début de l'audience que le gouvernement fédéral était engagé à intenter le recours collectif. Des procureurs de la Couronne soulignent que si l'ordonnance du tribunal est approuvée, le budget et le processus judiciaire canadien en subiraient les pires retombées. Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, est en désaccord. They're giving very little weight to the real human tragedy that this case unfolds. The tribunal found that they're unnecessarily separating families. And Canada's discrimination is leading to the deaths of some children. So this waiting around might make sense for them bureaucratically or even politically. But for these children, they'll never get their childhoods back. Sarah Clark, l'avocate représentant la Société, a indiqué que l'ajournement de la demande de révision judiciaire du gouvernement fédéral bénéficierait davantage aux victimes, car il donnerait la chance au tribunal d'entendre ce à quoi pourrait ressembler un processus d'indemnisation. To do what Canada is asking, to say that let's have a broad, free discussion now that the compensation has been ordered, is to reward them, is to reward the wrongdoer in this case for sitting on its hands over the last 13 years. Malgré tout, Fraser souhaite que le tribunal ne participe pas aux négociations, et ce, même si le processus d'indemnisation demande plus de temps. Il considère qu'il vaut mieux faire les choses bien dès le départ. Getting decisions right involves review.
If it leads to some delay in compensating the victims of Canada's underfunding, that is the system we have. En conclusion, le juge Paul Favell a dit entendre les préoccupations des deux parties et a annoncé sa décision vendredi. L'appel de la décision est refusé une fois de plus devant les tribunaux du pays, condamnant ainsi le Canada à verser les dites indemnisations qu'il contestait. Des milliers d'enfants et leurs familles seront donc indemnisés suite à cette décision. Wendy Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un programme de développement hockey-école vient d'être implanté par le conseil de bande Innu Taquagan Wahat Macmaliotenam, soit ITUM, auprès des élèves de 2e et de 3e année primaire. Créé par l'ancien joueur de la LNH, Joey Juneau, ce programme vise à encourager cette clientèle à rester à l'école. Voici un reportage de Sylvie Ambroise. Aujourd'hui, c'était une petite partie. Hein? C'était une promesse. Regardez, je veux voir vos yeux. Vos yeux, c'est important. Danny Gauvin est ici pour enseigner aux enfants comment jouer au hockey. Mais ce n'est pas sa première priorité. Que tout le monde est prêt pour aujourd'hui? Oui! Le programme est là pour l'école avant tout. Hein, c'est l'école. Le hockey est en 2e. Donc, effectivement, avec tout le personnel qu'on a, les titulaires qui remplissent des rapports élèves à chaque semaine, on peut faire un suivi avec eux autres en classe. Donc, on peut se permettre, si ça va pas bien, de dire à un jeune, la prochaine pratique, t'embarques pas sur la patinoire. Le programme est pour les élèves de 2e et 3e année primaire. Les deux patins sur la glace! Tant filles et garçons qui s'intéressent au hockey pourront l'apprendre dans un contexte scolaire. Oh, lui, m'agacer! Pensez-vous que j'ai le temps de donner ma pratique? 2 matins par semaine, les élèves pratiquent le hockey et assistent à leurs cours l'après-midi. Danny Gauvin, entraîneur, mentionne que le programme manque un peu d'organisation avec les horaires, le travail de coordination étant tout aussi demandant. Il mentionne également que la participation des parents est cruciale. Le programme exige au moins un des 2 parents soit présent pour aider leurs jeunes à s'habiller. Ils sont également invités à assister à la pratique depuis les gradins. Néanmoins, Gauvin pense que ce programme est bénéfique pour l'assiduité scolaire et c'est pour lui une mesure incitative pour la réussite académique. Le programme est financé majoritairement par les fonds du conseil de bande ITUM, plus précisément par le secteur de l'éducation à la hauteur de 300 000 $. Bien travaillé, Tam. De plus, la communauté a fait des campagnes de levée de fonds et ITUM a fait des demandes de commandites dans l'objectif de fournir un équipement complet aux participants. Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l'éducation à ITUM, affirme que le programme est un succès depuis le premier mois de son implantation. Nos jeunes sont de plus en plus sédentaires. Avec des activités comme ça, on valorise aussi au niveau des saines habitudes de vie. Ça les amène à être actifs, à être ensemble aussi. Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence de presse qui officialise l'implantation du programme de développement Hockey École. Le créateur du programme, Joey Juneau, a joué plus de 800 matchs dans la LNH. Il a aussi géré ce programme de hockey au Nunavik pendant 11 ans. Ses équipes ont eu du succès sur la glace, mais il a été critiqué pour avoir mis l'emphase sur la compétition plus que la participation. Un grand plaisir et une fierté énorme d'être ici aujourd'hui, cette semaine. Juneau a accepté à 4 reprises d'accorder une entrevue à APTN et les a déclinées systématiquement à la dernière minute. Pour l'instant, les parents semblent très contents du programme. Mon fils, il a beaucoup de misère à l'école. Puis je trouve que ça l'aide parce qu'il dépense de l'énergie. Lui, il est TDA, puis ça dépense son énergie, ça l'aide à rester un peu plus concentré. Puis il a la confiance surtout pour mes 2 enfants. Il est plus motivé à aller à l'école parce qu'il aime le hockey, il n'aime pas trop l'école, fait que c'est comme... Il aime ça aller au hockey à cause on dirait qu'il est plus appliqué à ses devoirs, puis il sait qu'il est obligé d'avoir un bon comportement. Le programme de développement hockey-école, soit PDHE, est en implantation dans 3 autres communautés autochtones, dont les Innu à Natashquan et les Atikamekw à Waimontashi et Manoan.
On compte un total de 18 programmes présentement en fonction partout au Québec. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Sept-Îles. C'est maintenant l'heure de la première pause commerciale du bulletin. Au retour, le chef de la communauté de Notashquan a été arrêté par la Sûreté du Québec. Les contrôles de routine du service de police de la Ville de Montréal cesseront-ils avant 2020? Au plaisir de vous retrouver dans quelques minutes. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le chef de la communauté de Notashquan, Rodrigo Apistan, a été arrêté par la Sûreté du Québec dans la soirée du mardi 26 novembre. Écoute, là, je suis en direct, là. Il a été libéré sous promesse de comparaître suite à des accusations de menaces, d'intimidation et de voies de fait. Le lendemain de son arrestation, il a publié sur sa page Facebook qu'il niait avoir proféré des menaces de mort et qu'il démissionnait tout de même de son poste de chef. Finalement, le surlendemain de son arrestation et le lendemain de sa démission, une assemblée générale du conseil de bande a été tenue. Rodrigo Apistan a ensuite communiqué via Facebook qu'il demeurait en place en tant que chef de Notashquan. Le service de police de Montréal a déclaré qu'il ferait suite à la controverse sur les contrôles de routine dès le début 2020. Toutefois, une récente motion exigeant un moratoire immédiat sur ce que plusieurs considéraient une violation des droits fondamentaux de la personne a été adoptée à l'unanimité au conseil municipal. Lindsay Richardson nous explique de quoi il en retourne. Devant le conseil municipal, le message n'aurait pas pu être plus clair. Personne ne doit avoir peur de marcher dans les rues de Montréal et de penser qu'il peut être arrêté par la force d'ordre simplement à cause de leur race, leur couleur ou leur appartenance ethnique. Le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, a un problème. Le conseiller Marvin Rotrand, appuyé par 20 groupes communautaires, a présenté ce qui, selon eux, représente une solution viable, un moratoire immédiat sur les contrôles policiers aléatoires. Et ces groupes, évidemment, ne peuvent pas accepter ça. Et effectivement, les Montréalais n'acceptent pas ça. En octobre, des chercheurs universitaires ont déposé un rapport décriant les pratiques du service de police municipal. Selon leurs données, les femmes autochtones sont 11 fois plus sujettes à des contrôles d'identité aléatoires que les femmes caucasiennes et sont suivies de près par des Montréalaises noires et arabes. Durant la réunion de lundi, les conseillers ont adopté à l'unanimité la résolution de Rotrand. Toutefois, celle-ci ne peut pas forcer la police à agir. This is not a phenomenon that is limited to Montreal. Bien que le rapport ait fait preuve de tact en évitant d'employer l'expression profilage racial, l'ancien ministre fédéral de la Justice et avocat spécialisé en droit de la personne, Irwin Cotler, a indiqué que c'est précisément ce dont il s'agit. What we have here is a clear example of systemic bias and a denial of equal protection and equal treatment before the law. Un moratoire sur les contrôles policiers aléatoires serait la première étape logique, dit-il, suivie de l'adoption de lois permettant de réglementer les contrôles policiers, et de façon plus importante. Proper education and training of the police themselves. D'autres villes canadiennes peuvent servir d'exemple. Lorsque les statistiques ont révélé que les Noirs étaient injustement ciblés lors des contrôles, Halifax a mis fin à cette pratique. En 2016, on a fait la même chose en Ontario et après quelques temps, on a adopté une législation. Selon Cotler, le maintien de la pratique à Montréal contrevient à la notion de sécurité publique. It doesn't provide, in a word, for equal justice, and that has to be the raison d'être of our justice system. And so we need an effective justice system, but we need a justice system that is clearly non-discriminatory. Au moment de la diffusion du reportage, le SPVM s'est engagé à publier un rapport d'évaluation sur les contrôles policiers aléatoires en mars 2020. Mais les activistes communautaires continueront à se battre pour que ce soit fait le plus rapidement possible. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La Colombie-Britannique est maintenant la première province à donner la sanction royale pour implanter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La province est maintenant obligée d'accorder ses lois avec la déclaration. Simon Charland a plus de détails pour nous. C'est jeudi dernier que le chapitre historique a été écrit à l'Assemblée législative de Victoria
alors que la lieutenant-gouverneure de la Colombie-Britannique, Janet Austin, a donné la sanction royale pour que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones soit scellée dans la législation provinciale. It touches me deeply to think of the work that you have done all together, your unanimous support for this work, which gives me hope for true and lasting reconciliation, gives me hope for a better world. I thank you for your splendid work. Haïchka. La Colombie-Britannique devient non seulement la première province à aller de l'avant avec une telle initiative, mais aussi la première juridiction au monde. Pour Robert Phillip du Conseil de leadership des Premières Nations, la nouvelle loi aura pour effet de faciliter la création de partenariats entre le gouvernement provincial et les Autochtones, mais aussi forcera tout le monde à travailler de façon progressive et collaborative. Where there was a clash between Crown and Aboriginal title, that will mean now, I believe, a bond between a true government to government, not just an agreement, but a true partnership, a collaboration between governing systems, one that's been here for thousands of years and one that's been here just over 100 years. Le premier ministre de la province, John Horgan, croit qu'il est maintenant temps pour les autres provinces au pays et pour le gouvernement fédéral de suivre l'exemple de la Colombie-Britannique. You can do it federally, and other provinces along the way should look at the opportunity they have to have greater economic prosperity, not just for their bottom lines and their budgets, but for the people who have been, in the case of Indigenous people, on the land forever. And it's high time that elected representatives in our colonial institutions understood that and took steps to reconcile, and that's what we've done here in BC. Simon Charland, Nouvelle nationale d'APTN, Victoria. C'est l'heure de la toute dernière pause commerciale de votre bulletin de Nouvelles nationales. Au retour, notre entrevue exclusive avec Akawi Riquelme, Canadien, membre de la nation Mapuche. Il nous explique sa perception des violents affrontements au Chili. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. C'est maintenant l'heure de notre entrevue exclusive avec Akawi Riquelme, Canadien et membre de la nation Mapuche de son pays d'origine, le Chili. Il nous explique sa perception des violents affrontements qui y sévissent actuellement, et ce, depuis octobre. Mais juste avant, nous vous présentons une courte vidéo qui démontre un exemple de la brutalité policière au Chili. Nous tenons à vous avertir, ces images peuvent être choquantes pour plusieurs, donc cœur sensible, retrouvez-nous dans 15 secondes. Merci de vous joindre à nous. Depuis le 18 octobre, les Chiliens se battent pour une réforme constitutionnelle héritée de la période de dictature d'Augusto Pinochet en 1990. Des manifestations ont débuté suite au fait que les billets de métro sont passés de 800 à 830 pesos aux heures de pointe à Santiago, au Chili. Est-ce exact, Akawi? Oui, exactement. Il y a un grand slogan qui dit « c'est pas 30 pesos, c'est 30 ans ». D'injustice. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ont commencé cette manifestation, ils se sont révoltés en fait un peu contre le système, et ça a fait vague, ça a fait effet domino. Tous les gens ont commencé. Il y a eu une grande révolte au sein du peuple chilien à travers tout le pays, en fait. Est-ce que les Autochtones du Chili vivent dans la même classe sociale que les non-Autochtones? Oui, malheureusement, le Chili a toujours regardé en moins le peuple Mapuche. Il s'est toujours très discriminé. C'est une nation qui, ça fait 500 ans, qui se battent contre l'État et ils n'ont jamais baissé les bras. C'est un territoire, des fois, qui vit dans des situations, des situations très hostiles. Il y a pas de, c'est pas comme en Amérique du Nord, malheureusement. Et pour la première fois, ce qui est beau de tout ça, c'est que le peuple chilien et le peuple mapuche se sont unis pour la même cause, qui est pour une assemblée constituante et pour un nouveau Chili, en fait. Et puis, il y a eu plusieurs blessés et même des morts dans le conflit là, depuis le début des manifestations. Est-ce que vous avez les chiffres exacts?
il y a 23 morts confirmés depuis le 18 octobre, depuis que les manifestations ont commencé. Et il y a plus de 200 cas de personnes qui ont perdu un œil. Et un en particulier, un jeune psychologue, en fait, de 21 ans, je pense, c'est Gustavo Gatica, qui a perdu les deux yeux. Ça a été confirmé avant-guerre, qui a perdu la totalité de sa vision. Et donc, c'est quelque chose que, juste pour vous tenir en contexte, le cas Israël-Palestine, pendant 6 ans, il y a eu 150 cas de personnes qui ont été atteintes aux yeux par des projectiles. Et en moins de 1 mois, au Chili, il y a eu plus de 200 cas. Donc, vous pouvez voir quel est que la police ne respecte pas le human rights, en fait. Les human rights sont venus au Chili et eux-mêmes sont faits. Maintenant, le président Sébastien Piñera, quand tout ça a commencé, a déclaré que le pays était en guerre. Il a dit ça exactement mot pour mot. Nous sommes en guerre. Donc, il a mis le pays en état d'urgence. Il y avait un couvre-feu pendant quelques jours et il a mis les militaires dans les rues. Et quelques jours après, il s'est excusé et il a enlevé les militaires des rues. Et puis, quelles sont les revendications des peuples autochtones, là, en fait, dans ce conflit-là? Le peuple mapuche, nous demandons ici un autogouvernement et une gouvernance sous la nouvelle Assemblée constituante. Ici, on demande un gouvernement autonome et qui ait droit à accès à leurs terres. C'est un combat ça fait déjà 500 ans, comme je dis, qui dure. Et en fait, je pense que tout le monde veut une paix entre Mapuche et peuple chilien. Quelque chose qui est très beau à voir, c'est que beaucoup de drapeaux Mapuche sont maintenant, et entre autres la photo avec le drapeau Mapuche par-dessus une statue dans la place de la Dignidad, de la place de la Dignité, qui avant était place à Italia, et on a rechangé le nom à la place de la Dignité parce que là, c'est pour les grandes manifestations. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment un approchement entre les deux peuples. Puis, est-ce que la démocratie, elle existe réellement au Chili ou est-ce que c'est une utopie? C'est ce qu'on veut maintenant. C'est ce que les gens ici demandent, une vraie démocratie. Moi, je reviens justement d'une assemblée où c'était musicalement parlant et sous le contexte autochtone. Donc, on veut justement incorporer la culture autochtone dans la culture, dans cette nouvelle assemblée constituante. Donc, tout est à refaire, en fait. On veut enlever le vieux schéma et refaire quelque chose de nouveau, puisque tout le monde aurait une voie d'expression, puisque tout le monde serait identifié. Akawi Riquelme, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer la réalité actuelle des Autochtones chiliens. Gracias. Merci beaucoup, Chak Toumai. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, au nom de toute l'équipe des Nouvelles Nationales et en mon nom, merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Je suis Sophie-Claude Miller, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Gawabmin, Majashin, Matasi, Yame, au revoir. Est-ce qu'on a le temps de parler?